Dans ces capsules, nous allons voir différentes techniques d'optimisation pour permettre l'apprentissage pour les réseaux de neurones profonds. Je vais commencer par faire un bref rappel sur différentes notions d'apprentissage. Par la suite, je vais introduire différents algorithmes d'optimisation. Ensuite, je vais discuter de quelques stratégies d'optimisation. Et finalement, vous donner quelques indices sur comment diagnostiquer des conditions qui sont difficiles pour les entraînements ou voir si un entraînement est en train d'échouer. Si on regarde ce qu'on a fait la semaine passée, on a vu les graphes de calcul où on exprimait une fonction comme étant un graphe où les nœuds représentaient les différentes variables et les arêtes ici représentaient les opérations mathématiques, par exemple multiplication et addition. On a vu la perte d'entreprise croisée qui est utilisée lorsqu'on a une classification pour une classe unique, qui correspondait à simplement prendre le logarithme et faire le signe moins de la sortie du réseau qui correspond à la cible. Et on a vu qu'on pouvait calculer le gradient pour chacun des différents paramètres θ de notre réseau, le gradient de la perte pour chacun de ces paramètres-là. Et on utilisait l'algorithme de Backprop, qui est un algorithme de programmation dynamique qui nous permet de calculer de façon efficace les différentes dérivées partielles de notre graphique. On représente ici par exemple, df sur df, qui est la dérivée partielle de la sortie par rapport à elle-même. Et on voyait qu'on pouvait propager, rétropropager, donc backprop, le gradient à tous les nœuds de notre graphe. Cette semaine, on va donc montrer différentes méthodes pour trouver les bonnes valeurs pour les paramètres θ en utilisant notamment l'algorithme de backprop. Bien entendu, on ne vise pas à avoir l'optimalité, c'est-à-dire de trouver un minimum global, mais plutôt d'avoir une solution qui est, disons, acceptable pour la tâche qu'on cherche à accomplir. Ceci constitue donc l'apprentissage, ou ce qu'on appelle couramment l'entraînement des réseaux de neurones. Commençons donc par un bref rappel sur la notion générique d'apprentissage. Nous avons ici donc deux définitions. La première, c'est ce qu'on appelle le risque empirique. C'est d'avoir une fonction de coût L et un ensemble de données empiriques, nos données d'entraînement si vous voulez. Et ce risque empirique-là, J, va être défini comme étant l'espérance sur les données pigées dans notre distribution P chapeau data de la perte de notre réseau de neurones ici, par exemple, avec l'étiquette ici. La deuxième définition, c'est ce qu'on appelle le vrai risque, J étoile. C'est la même fonction de coût qu'on a ici et ici. Ce qui va différer, c'est la distribution dans laquelle les données sont pigées. Ici, on pigeait de P chapeau data, qui sont empiriques disponibles. Et ici, P data en vert, ce sont les données telles qu'elles existent dans l'ensemble de l'univers, si vous voulez, pour notre problème. Si on avait accès directement à PData, on pourrait minimiser le vrai risque et ça, on aurait un problème d'optimisation standard. Malheureusement, on n'a pas accès à PData puisque c'est une quantité infinie de données. Aussi, ça représente toutes les conditions possibles d'opération de notre système. On a accès plutôt à P chapeau data. On va donc minimiser le risque empirique. Ce serait donc un problème d'apprentissage. Pourquoi on dit apprentissage? Parce qu'on va minimiser directement le risque empirique dans l'espoir que cela minimise aussi le risque réel. Et l'écart entre le risque empirique et le risque réel, c'est ce qu'on appelle l'erreur de généralisation, c'est-à-dire le taux d'erreur qu'on fait lorsqu'on lorsqu'on fait des classifications, par exemple, sur des données qui n'ont pas été aperçues lors de l'entraînement. Voyons maintenant différents algorithmes d'optimisation pour entraîner nos réseaux de neurones. Toutes les techniques d'optimisation que je vais présenter aujourd'hui sont basées sur le concept du gradient. Le gradient va donc être un vecteur directionnel G qui est calculé donc à partir du gradient ici. Et ce qu'on va faire, c'est ici vous avez θ, les paramètres de notre réseau, et on va mettre légèrement à jour ces paramètres. Vous voyez ici le terme epsilon. Donc on va prendre notre gradient G, qui je le répète est la direction de descente maximale de notre fonction de coût moyenne. On le multiplie par un petit terme ici, on vient le soustraire à nos paramètres et on obtient donc une nouvelle valeur pour nos paramètres. Donc, ceci est la mise à jour. On fait une négation ici parce qu'on veut faire une descente. On cherche à minimiser notre fonction de coût. On va donc répéter cette optimisation-là jusqu'à convergence pour les problèmes simples. Pour les problèmes de type deep learning, bon, ça va être un peu plus complexe puisqu'on n'est pas assuré d'avoir une convergence. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que lorsqu'on fait une descente de gradient, si notre gradient obtient une valeur nulle, un vecteur nul ici, ça signifie donc que θ est un point critique, donc une valeur maximale ou minimale. Avec la descente de gradient, ce qu'on voit, disons qu'on a commencé l'optimisation ici, on voit qu'on a pris un grand pas dans cette direction puisque le gradient est relativement fort et à mesure que la pente ici diminue, on voit que la taille du pas diminue. On est chanceux ici, c'est une fonction qui est convexe, on a un minimum global qui est situé ici. Lorsqu'on va faire notre descente de gradient, on va converger dans ce minimum ici. Alors notre critère de convergence peut être établi lorsque notre risque empirique cesse de diminuer.
En pratique, par contre, puisque notre fonction de coût peut être relativement complexe, on peut avoir beaucoup de vallées, ce n'est pas un problème d'optimisation convexe lorsqu'on fait des réseaux de neurones profonds, eh bien, on va plutôt choisir d'avoir un critère de convergence qui va être plus de voir qu'on n'a pas une amélioration notable en moyenne du risque empirique. Donc, ce qu'on voit, c'est plutôt des petites oscillations autour de certaines des valeurs θ pour notre réseau. Notre gradient serait un vecteur de dérivée partielle du risque empirique par rapport à tous les paramètres θ de notre réseau. Donc, on voit ici l'expression mathématique, vous voyez, dérivée partielle de J par rapport au paramètre 1 jusqu'au paramètre D. D étant le nombre de paramètres dans notre réseau de neurones. Et on va calculer ces dérivées partielles-là de façon efficace grâce à l'algorithme de backpropagation. Important, le gradient de J par rapport au paramètre va calculer sur l'espérance des données qui ont été choisies dans notre jeu d'entraînement, de la perte L, qui elle va être la différence, qui va utiliser la différence entre la sortie du réseau F et l'étiquette fournie dans nos données. On voit ici la dérivation. On voit que notre gradient ici de l'espérance, ça va être simplement 1 sur n, n étant le nombre de données utilisées lors de ce calcul du gradient. On va faire la somme ici des pertes pour chacun des exemples de 1 à n de notre jeu de données d'entraînement. Ce qu'on se rend compte, c'est que bon, le terme gradient peut entrer à l'intérieur ici de la somme. Et ainsi, on peut calculer directement le gradient individuellement pour chacun des exemples d'entraînement, donc le gradient sur la perte. Et au final, la perte moyenne, ce que ça va être l'accumulation des gradients individuels. Et on va faire la moyenne de cette accumulation-là pour obtenir le gradient sur le risque empirique. Aujourd'hui, nous allons voir 7 différents algorithmes de descente de gradient qui sont utilisés couramment pour les réseaux de neurones profonds. Ces algorithmes-là sont généralement juste des petites variations d'un par rapport à l'autre et l'ordre dans lequel je les présente aujourd'hui est important puisque ce qu'on va voir, c'est par exemple la méthode numéro 3 va être simplement la méthode 2 à laquelle on ajoute du momentum et ainsi de suite. Commençons donc par la première méthode d'optimisation qui est la descente du gradient par batch. Et ici, ça va être important de porter une certaine attention sur le terme batch. Dans le vocabulaire commun des réseaux de neurones, le terme batch fait plutôt référence au concept de mini-batch qu'on va voir plus loin. Ici, c'est vraiment la définition batch qui est traditionnelle, c'est-à-dire de prendre l'ensemble du jeu de données d'entraînement pour calculer cette moyenne. Donc, ce ne sera pas une mini-batch. Le vecteur de correction D, donc le pas dans lequel on va déplacer les poids du réseau pour faire notre minimisation, va être le gradient calculé sur le risque empirique fois ce qu'on appelle le taux d'apprentissage. Le taux d'apprentissage, vous allez le voir, c'est un des paramètres les plus importants lorsque vous faites des entraînements de réseaux de neurones. Donc, le vecteur de correction, c'est sans grande surprise, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ça va donc la moyenne, ici 1 sur n, de la perte pour chacun des exemples d'entraînement dans notre jeu de données. Les mises à jour, donc, ça va être simplement, je prends les poids de mon réseau et je soustrais D, qui est dans le disais, ça va dans le sens inverse du gradient, ce qu'on veut diminuer, fois le taux d'apprentissage, en anglais, le learning rate. Ce taux d'apprentissage, j'y ai fait référence, c'est un hyperparamètre très important pour pouvoir faire l'entraînement de réseau de neurones. Dans toutes les méthodes d'optimisation, on va devoir choisir ce taux d'apprentissage-là. Il va avoir un impact important sur la capacité, par exemple, à converger. Et aussi, ça va influencer la vitesse à laquelle on va converger. Par conséquent, vous allez passer beaucoup de temps à tenter d'identifier des bonnes valeurs de ce paramètre-là. Aussi, ce paramètre-là a tendance à varier au fil des époques, puisqu'au début, le réseau doit apprendre beaucoup, si vous voulez. On va utiliser un taux relativement élevé d'apprentissage. Ça va permettre à votre réseau d'explorer le paysage de la fonction à optimiser. Et par la suite, on va le diminuer lorsque le réseau va arriver dans des régions, disons, intéressantes. Donc, on va plutôt passer d'un mode d'exploration à un mode d'exploitation. On va donc converger dans un minimum local intéressant. Ce taux d'apprentissage-là, on va souvent établir un horaire d'entraînement qui va être manuel, donc dire à telle époque, à tel moment, je vais avoir telle valeur pour mon taux d'apprentissage, et ainsi de suite. Fort heureusement, il existe aussi des méthodes automatiques qu'on va voir un peu plus en détail, ce qu'on appelle le Reduce LR on plateau, donc Reduce Learning Rate, lorsqu'il y a un plateau dans les pertes de validation. Un des problèmes de la descente de gradient par batch, et ici je le répète encore quand on dit batch, c'est de présenter tous les exemples d'entraînement avant de faire une mise à jour. Premièrement, un des désavantages, c'est qu'il est très sensible aux minimums locaux. Donc, si par exemple, je commençais l'optimisation à cet endroit-ci, ma descente de gradient va simplement m'amener dans ce minimum local ici, qui est quand même relativement moins bon que le minimum global ici. Un autre inconvénient important pour la descente par batch,
c'est qu'on doit traiter tous les exemples d'entraînement avant de faire une seule mise à jour. Entre deux exemples d'entraînement, donc vous avez ici I qui est l'indice de mes données d'entraînement, entre I et I plus J, bien, il n'y aura pas de mise à jour. Ça veut dire que mon réseau, même il a commencé à avoir des directions intéressantes dans lesquelles il pourrait être amélioré, eh bien, on se retient. On ne va pas faire de modifications. Donc, le réseau est le même lorsque je présente cet exemple-ci ou que je présente celui-ci. Donc, ce qui se passe, c'est que si j'ai l'information qui est utile, qui pourrait déjà m'aider à améliorer le réseau, pourquoi ne pas l'utiliser immédiatement? Donc, le fait de faire une descente de gradient par batch va venir ralentir la vitesse à laquelle on va apprendre. L'algorithme de descente du gradient stochastique vient précisément répondre à ce problème en tentant de faire des mises à jour plus fréquentes pour accélérer la vitesse de convergence. L'algorithme s'appelle SGD en anglais pour Stochastic Gradient Descent. Et là, on va établir ce qu'on appelle des mini-batchs. Et comme je le disais, il y a un petit peu d'abus de langage. Maintenant, couramment, lorsqu'on parle de batch dans les réseaux de neurones, on fait essentiellement référence à une mini-batch. Il va y avoir un paramètre, un hyperparamètre qui s'appelle la taille M. Donc, ça va être le nombre d'exemples d'entraînement qu'on va utiliser pour faire une mise à jour. Notre vecteur de correction maintenant ne sera plus sur 1 sur n, n étant le nombre total d'exemples d'entraînement, mais plutôt 1 sur m, qui est la taille de la mini-batch. Mais essentiellement, le reste reste le même. Donc, vous voyez ici le gradient calculé sur chacun des exemples et je fais la moyenne sur les m exemples de la mini-batch. On multiplie par le learning rate et ça va être donc notre vecteur D pour mettre à jour les paramètres du réseau. Donc, l'algorithme, c'est simple. Première étape, on doit échantillonner, donc piger au hasard M données dans nos données d'entraînement. On calcule le gradient G sur qui va être l'espérance, la moyenne de ces gradients pour chacun des exemples d'entraînement. Et ensuite, on fait la mise à jour ici. Les statistiques nous disent que lorsqu'on cherche à estimer quelque chose, l'incertitude sur cet estimé va dépendre de la quantité de données qu'on utilise pour la calculer. Règle générale, la règle du pouce, la variance ou l'écart-type plutôt associé à cette estimation-là va être 1 sur la racine carrée de m, où m est le nombre d'échantillons qu'on utilise pour calculer, pour estimer quelque chose. Et ici, ça va être le nombre d'exemples dans la mini-batch, donc le m minuscule. Et ce qu'on va voir donc, c'est si j'ai mon gradient exact sur donc l'approche batch et que j'ai exactement 512 données d'entraînement, donc si je prends la taille de la mini-batch comme étant M512, donc je vais calculer exactement le gradient moyen sur les données d'entraînement. On voit ici que j'ai représenté par la flèche ici. Et ce qu'on va voir, c'est à mesure que l'on diminue la taille de la mini-batch, eh bien, on va avoir une variance ou un écart type associé avec l'estimation. Donc, on va avoir de l'incertitude. C'est un peu comme si l'angle déterminé du gradient va varier. Donc, par exemple, à 256, on voit que la distribution des gradients va être un peu plus, va commencer à s'élargir. Et à mesure que je diminue le nombre d'exemples dans ma mini-batch, donc vous voyez ici 256, 128, 64 et aller jusqu'à 32 par exemple, eh bien on voit donc que l'écart type associé avec l'estimateur va augmenter. Donc ça se traduit concrètement par des gradients, vous voyez ici, ben, pour une certaine sélection d'exemples d'entraînement. Dans la mini-batch, on voit ici que le gradient qui a été estimé va être différent du vrai gradient moyen, je le répète, qui est sur le risque empirique. Donc, il faut prendre toutes les données. 32, ce n'est pas un minimum, on peut descendre jusqu'à 1 si on le veut bien. Mais vous voyez donc l'idée ici, c'est qu'on augmente l'incertitude. C'est un peu, si vous voulez, si on ajoutait du bruit sur l'estimation réelle du gradient. Maintenant, une question que vous devriez vous poser à ce stade-ci, c'est comment choisir la taille de la mini-batch? Eh bien, ce n'est pas une décision qui est purement désincarnée, ça va dépendre beaucoup du matériel que vous avez. Règle générale, ce qu'on veut, c'est on veut la taille de la mini-batch la plus grande possible. Pourquoi? Premièrement, ça assure une certaine stabilité sur l'entraînement. Vous avez vu que de prendre une mini-batch ajoute un bruit sur l'estimation du gradient. Donc, le bruit, en passant, c'est quelque chose qui peut être bénéfique parce que ça vous force à explorer un peu plus le paysage de la fonction de perte. Mais surtout, ça va accélérer l'entraînement sur GPU parce que les GPU, c'est une carte graphique. Bon, les cartes graphiques, ça va contenir peut-être 16 000 processeurs et eux vont être capables de bien optimiser. Si vous avez beaucoup de données qui sont chargées, ils vont être capables de venir distribuer les exemples d'entraînement, si vous voulez, à différents groupes de processeurs et faire travailler ces processeurs-là en parallèle. Donc, il y a beaucoup d'avantages au niveau de la vitesse d'exécution sur carte GPU. Par contre, il va y avoir un plafond, il va y avoir une borne supérieure. Le facteur limitatif qui va venir mettre un maximum sur la taille de la mini-batch, ça va être la mémoire VRAM de votre carte graphique. Donc, par exemple, pour une carte NVIDIA de type V100, c'est ce qu'on utilise pour les laboratoires, donc c'est 16 ou 32 GB. Les cartes de type non commercial, donc pour les usagers réguliers, donc les NVIDIA 3090, on a 24 GB.
Et les cartes dites industrielles ou commerciales, donc les NVIDIA A100, on a des modèles à 40 GB et des modèles à 80 GB. Donc, dépendamment de la quantité de mémoire disponible sur votre carte graphique, eh bien, ça va venir mettre une limitation sur la taille de la mini batch. Une façon de déterminer la taille M de votre mini batch, ben, un utilitaire qui est très, très, très important. Donc, ça s'appelle NVIDIA SMI. Si vous êtes sur Linux, vous tapez cette commande-là. Et ça va vous faire afficher beaucoup de paramètres intéressants à votre carte graphique. Par exemple, ici, vous avez la puissance consommée, la température aussi, donc on voit ici qu'elle est à 62 degrés Celsius. Le taux d'occupation, 100%, hein, on veut une carte qui est utilisée le plus possible. Mais pour le besoin de la cause ici, ce qui est important, ça va être la mémoire. Donc on voit ici, c'est la mémoire qui est totale de notre système. Et ici, c'est la mémoire consommée. Donc l'idée du choix de la batch, ce que vous faites, c'est que vous le faites par essai-erreur. Vous allez voir cette valeur-là ici. Vous voulez la plus proche possible de la quantité maximale. Donc vous augmentez la taille de la mini-batch. C'est souvent des tailles qui sont des exposants de 2. Ce qui va arriver, c'est que si vous dépassez la quantité de mémoire disponible, eh bien, le PyTorch va vous retourner un message d'erreur et là, vous avez déterminé essentiellement que vous avez dépassé la quantité de mémoire. Donc, vous prenez l'autre valeur précédente pour la taille de la mini-batch. Donc, essentiellement, ce qu'on veut, c'est bourrer la mémoire du GPU pour lui permettre de bien exploiter tous les processeurs qui sont disponibles pour le calcul. Un des avantages de descente de gradient stochastique, c'est le fait qu'on va être mieux à même d'explorer l'espace des configurations de notre réseau, puisqu'on va essentiellement rajouter comme un bruit sur notre gradient. Et pourquoi on a du bruit sur notre gradient? C'est qu'il faut le voir que donc, chaque mini-batch, ici j'ai mis mini-batch 1 et mini-batch 2, ce sont des exemples d'entraînement qui sont, ce ne sera pas le même ensemble. Là. Essentiellement, la fonction de perte moyenne sur la mini-batch ne sera pas la même d'une mini-batch à l'autre, puisque ce ne sont pas exactement les mêmes exemples d'entraînement qui sont vus. Donc, je l'ai représenté ici, je l'ai illustré. Donc, vous avez ici en noir, c'est, disons, la vraie perte empirique, donc la perte moyenne sur toutes les données d'entraînement. Alors qu'ici, c'est la perte pour la mini-batch 2, ici la perte pour la mini-batch. Et ce qu'on voit, c'est qu'il se peut qu'il y ait des minimums locaux qui soient présents lorsque je regarde toutes les données d'entraînement, mais que lorsque je ne regarde qu'un sous-ensemble, on voit ici et ici, eh bien, ce minimum local-là disparaît. Donc, ce qui va se produire, c'est que si j'optimise sur le vert, bien, je vais aller me déplacer, si vous voulez, dans cette région ici. Je vais donc complètement outrepasser la région ici, qui est un minimum local pour ma fonction de perte qui tient compte de tous les exemples d'entraînement. Donc, en résumé, l'estimé du gradient avec une mini-batch, c'est une version bruitée du gradient réel sur la batch complète des données. Donc, ça va nous aider à sortir de ces minimums locaux. Un des avantages de l'utilisation de la descente de gradient stochastique, j'y faisais référence un peu plus tôt, c'est qu'on va mettre à jour beaucoup plus fréquemment les poids du réseau. Ainsi, par exemple, entre l'exemple I et I plus J, le réseau aura subi une mise à jour et, conséquemment, le réseau va être légèrement plus performant à ce moment-ci. Aussi, s'il y a des erreurs qui sont redondantes, eh bien, comme on va rapidement mettre à jour le réseau, eh bien, ces erreurs-là risquent de se corriger beaucoup plus rapidement. On peut aussi imaginer si on a des très, très, très grands jeux de données, en théorie, si on avait accès à une quantité infinie de données, eh bien, notre réseau va converger avant même d'avoir vu tous les exemples d'entraînement. Un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir traiter en parallèle les mini-batchs. Par exemple, je peux avoir plusieurs cartes graphiques. On va envoyer des mini-batchs qui sont différentes sur chacune des cartes graphiques. Ils vont faire leur calcul et après ça, eux autres vont calculer un gradient. Et ce qui va se produire, c'est que le serveur central, si vous voulez, va récupérer les gradients de chacune des mini-batchs, va faire une moyenne sur ces différentes mini-batchs-là et ensuite va faire une mise à jour sur les poids et va ensuite redistribuer les nouveaux poids à toutes les cartes graphiques. Aussi, les cartes graphiques, je le mentionnais, lorsqu'on leur donne beaucoup de données en mémoire, ils vont être capables de bien optimiser la distribution des données vers tous leurs processeurs. Généralement, en règle du pouce, on choisit d'avoir une taille d'une mini-batch qui est un exposant d'un facteur 2 pour justement faciliter cette optimisation-là du hardware. Il n'y a malheureusement pas que des avantages à faire de la descente de gradient stochastique. Un des plus grands désavantages, c'est le côté justement stochastique. Il va y avoir des fluctuations, on a des gradients bruités. Donc, ce qu'on va voir, notre fonction objective au fil du temps, au lieu d'avoir une fonction objective qui va descendre de façon très, très lisse, on va avoir donc beaucoup de soubresauts parce qu'on va avoir beaucoup de mises à jour et aussi, on estime la perte sur un sous-ensemble des données d'entraînement. Donc, nécessairement, on va avoir un estimateur qui va être relativement bruité. Un autre désavantage de descente de gradient stochastique, c'est que le taux d'apprentissage va avoir une très, très grande influence sur la vitesse de convergence et même sur la convergence tout court du système. Donc, là-dessus, je vais vous présenter un peu plus tard différentes stratégies pour identifier cet hyperparamètre.
Petite remarque pratique sur l'implémentation de l'algorithme SGD. L'SGD requiert de faire de l'échantillonnage, donc de piger dans notre ensemble de données d'entraînement M exemples. Et si le nombre de données d'entraînement est très grand, par exemple plusieurs centaines de millions d'images, eh bien de parcourir le jeu de données pour venir faire ces échantillonnages-là peut être relativement long. Donc, en pratique, ce que les gens font plutôt, c'est de dire, je vais faire une seule permutation aléatoire initiale, donc un shuffle de mes données d'entraînement. Et par la suite, ce que je vais faire, je vais prendre les données en run robin, donc dépiler sur le dessus, jusqu'à temps que j'épuise toutes les données au complet de mon jeu de données. Et ça va constituer donc une époque. Et par la suite, à l'époque suivante, donc ce que je vais faire, je vais rebrasser aléatoirement toutes les données d'entraînement et je vais recommencer maintenant à dépiler. De sorte que d'une époque à l'autre, eh bien, les exemples d'entraînement ne seront pas présentés dans le même ordre. Ce qui va aider à, si vous voulez, s'assurer qu'il n'y ait pas de biais non nécessaires dans l'exécution de l'algorithme d'optimisation. C'est quelque chose aussi que vous allez voir, là, un thème qui revient souvent. Là, on injecte beaucoup d'aléatoire lors des entraînements des réseaux de neurones. C'est voulu, c'est justement pour... Ça va en lien avec le concept de généralisation. On veut être capable de bien généraliser en dehors des exemples d'entraînement qui sont vus. Et une façon d'aider à cette généralisation-là, c'est justement d'injecter ces espèces de bruit, des fois un bruit qui est directement sur des valeurs numériques. Des fois, c'est plus un bruit de procédé. Hein, je change l'ordre dans lequel je présente les exemples d'entraînement. Mais c'est important. Ça risque de nous aider à améliorer la généralisation. Et en pratique, lorsque les gens font ce genre d'implémentation-là, ils se rendent compte que ça fonctionne aussi bien qu'une vraie pige au hasard. On vient vraiment bien brasser toutes nos